bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle chroniqueuse qui n'est pas rien, qui est reine de cœur. Et oui. Et qui est avec la présidente Dominique Font. Et donc, elle est venue plusieurs fois nous voir. C'est elle qui a demandé de rentrer chez Love Sisters. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Jennifer ? Dans la vie, je fais plusieurs choses. Je suis thérapeute bien-être et je suis également directrice générale d'une entreprise. Bravo, bravo, bravo. Et donc, nous allons commencer par Jennifer, qui nous interviewe Florian. Exactement. Aujourd'hui, j'ai invité Florian sur le plateau. Donc, Florian, est-ce que déjà tu peux, bienvenue, et est-ce que tu peux te présenter ? Eh bien, merci. Alors, je suis Florian Xbraya, je suis directeur général de Next Level, un organisme de formation que j'ai fondé avec trois associés, 3 collègues à moi. Ok, merci. Et donc Next Level, c'est quoi le concept? Comment ça fonctionne? Quelles sont les formations que vous proposez dans cet organisme? Alors Next Level, donc on est un CFA, centre de formation pour apprentis. On est spécialisé dans l'univers du tourisme, donc on propose principalement des formations touristiques en lien avec tous les métiers du tourisme, l'animation, l'événement, la partie réception, et on va jusqu'aux directeurs et directrices d'établissements touristiques. Donc tu recrutes ? Alors on fait également le recrutement avant la formation. C'est une de nos spécificités. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on rencontre un succès, puisqu'on accompagne aussi nos partenaires, les entreprises, sur le recrutement avant même la formation. Est-ce que ces formations peuvent être aidées financièrement par l'État ou par d'autres organismes tels que le CPF en l'occurrence ? Alors nous, aujourd'hui, principalement, comme on est CFA, on a beaucoup d'apprentis. Donc ce sont des personnes qui sont sous contrat. C'est comme un CDD, à la seule différence qu'il y a une partie en centre de formation avec nous et une partie en entreprise qui va leur permettre de mettre en pratique tout ce qu'ils ont vu avec nous pendant la partie en formation. D'accord. Votre centre de formation, il est où ? Alors ça, c'est également une de nos spécificités. On a plusieurs centres de formation. C'est volontaire de notre part. On a choisi, étant issus nous-mêmes du milieu du tourisme, on a choisi de ne pas faire une formation dans une salle quelconque, mais directement d'implanter nos formations sur des établissements touristiques, des campings, des hôtels, des villages vacances, ce qui permet lors de la partie formation d'être vraiment au cœur du métier, sur le terrain, et de mettre de manière beaucoup plus pratique tout ce qu'on a appris directement pendant la formation avec nous. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu plus comment ça se passe ? On a compris qu'il n'y a pas de centre de formation fixe, que vous êtes un petit peu partout en France, mais comment ça fonctionne vraiment ? Peut-être qu'il y a des personnes qui sont moins spécialistes du tourisme et qui ont un peu plus de mal à s'imaginer ce concept-là qui est un peu moins classique, j'ai envie de dire, et si tu peux nous développer un petit peu pour que ce soit un peu plus précis pour nous. Bien sûr. Donc, les personnes que l'on va former sur différents métiers du secteur du tourisme, comme des animateurs par exemple, sont destinées à travailler dans des campings ou dans des villages vacances ou des hôtels. Donc, nous avons choisi directement de commencer à les former sur le lieu sur lequel ils vont travailler par la suite. Ce qui leur permet déjà de rencontrer les équipes, les personnes avec qui ils vont travailler. Ça leur permet de tester aussi tout de suite en live, lorsqu'on va les former sur des animations pour les adultes, pour les enfants, des spectacles, des soirées, des activités, ils vont pouvoir tout de suite tester face à un vrai public les différentes activités sur lesquelles nous les avons formés. Donc l'avantage pour eux, c'est qu'ils sont logés directement sur l'établissement dans lequel ils sont formés. Donc c'est un pack un petit peu tout compris pour la personne qui nous rejoint dans la formation. En gros, c'est la meilleure école, quoi. Alors, on n'a pas cette prétention, mais dans tous les cas, ce que l'on essaye, c'est de toujours aller plus loin, toujours repousser les limites, essayer d'innover un maximum. Ça fait partie aussi de notre leitmotiv. Est-ce que tu prends en formation des personnes déjà qui ont à apprendre encore, mais qui sont déjà capables de mener une soirée, des DJ ? Alors, des DJ, pas forcément, puisque nous, on accepte, tout le monde. Quelqu'un qui serait DJ, on va pas le former à être DJ professionnel. Par contre, quelqu'un qui a déjà des compétences, qui est DJ, on va pouvoir l'amener peut-être à ouvrir aussi toutes ces possibilités, toutes ces capacités pour monter en compétence sur un métier dans le tourisme. On prend des débutants.
mais aussi des confirmés, puisqu'on crée un parcours de formation. Non, mais je parlais comme ça pour ceux qui sont semi-confirmés et qui ont encore à apprendre. Mais je ne parle pas d'un DJ, parce que les DJ, tous les DJ ne peuvent prétendre être déjà arrivés au sommet. C'est impossible. Donc ceux qui commencent à débuter, des jeunes qui commencent à débuter, ils ne peuvent pas prétendre, tu comprends, ils ont à apprendre. Donc c'est toujours un apprentissage. Tout à fait, de toute façon c'est le mot, hein, apprentissage. Nous on a des personnes qui, les plus jeunes ont 18 ans, donc c'est des personnes qui sortent de l'école, et on a également des personnes, ça va jusqu'à 26, 27, 28, certaines fois 30 ans, des personnes qui ont déjà un petit peu d'expérience dans le métier du tourisme ou qui sont en reconversion totale. Très bien, vas-y ma chérie. Tu nous parlais de parcours, quels sont les parcours différents qu'on peut faire chez Next Level ? Alors, on a souhaité créer des parcours en collaboration avec nos partenaires. L'objectif pour les partenaires, c'est de réussir à fidéliser leurs équipes. Et l'objectif pour les personnes qui nous rejoignent dans la formation, eh bien, c'est sur peut-être 1, 2 ou 3 années de monter en compétences, d'évoluer dans le secteur du tourisme. On a des très très bons exemples parmi déjà nos formateurs. Ce sont des personnes que l'on a connues il y a quelques années auparavant, qui étaient déjà des apprentis et qui, avec un parcours, ont évolué jusqu'à des postes de formateurs, voire de directeurs. Donc on est capable sur des formations niveau bac, bac plus 2 également, voire bac plus 3, bac plus 4, d'accompagner des personnes sur 2, 3, 4 ans. Donc ça veut dire on peut arriver chez Next Level, on n'a aucune expérience à la base. On commence par exemple avec une formation d'animateur et au bout de plusieurs années, on peut être formé à être directeur d'établissement. C'est exactement le but et la mission qu'on se donne d'accompagner toutes ces personnes et de les faire évoluer progressivement. Bah, c'est super. En tout cas, donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite une petite vidéo de Next Level pour qu'on voit l'ambiance de ce centre de formation. On en saura un peu plus grâce à ce teaser. Yeah, you don't stop. Yeah, you don't stop. Yeah, you don't stop. You keep on. Yeah, yeah, you don't stop. Yeah, you don't stop. Yeah, yeah, you don't stop. Now how about this? You keep on, yeah, yeah, you don't stop. Yeah, you don't stop. Yeah, you keep on, yeah, yeah, you don't stop. Yeah, you don't stop. Yeah, yeah, you don't stop. You keep on, yeah, you don't stop. Yeah, you don't stop. Yeah, you keep on, yeah, yeah, you don't stop. Yeah, you don't stop. Yeah, yeah, you don't stop. Now how about this? You keep on, yeah, yeah, you don't stop. Yeah, you don't stop. Yeah, you don't stop. You keep on, yeah, yeah, you don't stop. Yeah, you don't stop. Yeah, yeah, you don't stop. Ben voilà, on comprend mieux, tu crois pas? Bah, ça donne envie en tout cas. Ouais. En tout cas, ils ont l'air de s'éclater dans cette formation. Et si on veut faire partie de l'aventure, comment on fait? Où est-ce qu'on postule? Comment ça fonctionne? Qui est-ce qui nous recrute?
Alors, il y a beaucoup de sujets. Déjà, on peut retrouver toutes les informations sur notre site www.nextlevel.fr, nxlvl.fr. Là, il y a une présentation de toutes les formations que l'on propose et on peut rapidement et très facilement candidater. Donc, je vais me permettre de dire quelque chose. C'est long pour les gens. Ils vont être obligés de repasser et repasser pour comprendre chaque mot. Est-ce que sur tes réseaux, il y a le site? Oui, tout à fait. Donc, si tu peux regarder justement, et de temps en temps, quand tu donnes les infos, regarder la caméra, comme ça. En donnant l'adresse mail ? La caméra de. Donc, du coup, vous pouvez candidater très facilement et très rapidement sur www.nextlevel.fr, nxlvl.fr. Donc, le concept également chez Next Level, c'est que on se donne la mission de répondre dans les 24 heures. C'est-à-dire que quelqu'un qui candidate chez nous, il a des nouvelles de notre part dans les 24 heures. On lui propose un entretien téléphonique. On lui propose également de participer à une journée de casting directement sur nos bureaux virtuels. Et quelqu'un peut rapidement, dans les 48 heures, recevoir une réponse positive et nous rejoindre directement sur un de nos établissements. Casting vidéo. Oui, on a des bureaux virtuels qui ressemblent à un petit jeu vidéo des années 90. C'est très ludique. Et 3D. c'est plutôt en 2D. En 2D. Oui, c'est plutôt vintage. C'est très ludique. Ça réunit, j'ai envie de dire, toutes les générations aussi. Et ça nous permet d'être très agile sur le recrutement. Jusqu'à quel âge ? Alors, vu qu'on fait beaucoup d'apprentissage, l'apprentissage, généralement, c'est jusqu'à 30 ans, à part quelques exceptions. Mais la plupart du temps, c'est la trentaine. Et est-ce que ton école, en fait, il y a un taux de réussite ou pas ? Alors oui, alors je corrige, c'est pas une école, c'est un centre de formation pour adultes, parce que ça fait partie aussi de notre pédagogie, de considérer aussi toutes les personnes qui viennent se former comme des véritables professionnels et non comme des enfants. Et donc oui, en effet, on a un taux de réussite aujourd'hui, on a un taux de réussite de 88% sur nos titres professionnels, et on a également un taux d'employabilité derrière à la sortie qui est à hauteur de 90%. C'est-à-dire que 90% des personnes qui ont obtenu leur titre professionnel ont continué et sont toujours en poste dans le tourisme. En tout cas, de ce que j'ai remarqué, vous suivez vos candidats de bout en bout. Oui, c'est ça. C'est-à-dire du recrutement jusqu'à l'après-formation. Et on a également une deuxième entreprise que l'on a créée qui s'appelle Holiday, qui permet aussi d'être l'agent des personnes qui travaillent dans l'animation. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fini sa formation, il cherche du travail, il nous contacte et on va pouvoir l'orienter sur différents établissements en France ou à l'étranger pour travailler. Concrètement, ça donne envie. J'espère, mais nous, on est issus de ce milieu-là. On était à la place des personnes que l'on forme il y a peut-être maintenant 20 ans, parce qu'on commence à vieillir. Mais en tout cas, ce sont des très beaux métiers dans le tourisme, et on a l'avantage d'avoir un secteur dans lequel ça fonctionne au mérite. Quelqu'un qui travaille bien, il peut rapidement évoluer. Et si on a envie de partir, est-ce qu'il y a des formations prochainement ? Oui, les prochaines formations débutent en septembre et octobre. Ce sont des formations d'animateurs débutants avec les adultes, avec les enfants, d'animateurs confirmés, de responsables d'animation, pour partir dans les villages clubs en France, à la montagne, à la campagne ou à la mer. Et en janvier, on aura des formations également pour partir en camping ou à l'étranger, dans tous les pays du monde. Et la dernière formation que l'on a créée, c'est la formation de directeur ou de directrice d'établissement touristique, et celle-ci commencera également fin septembre. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation de Next Level. On peut te joindre sur les réseaux ? Oui, alors, vous pouvez me joindre sur LinkedIn, très facilement, Florian Exbraya, et sinon vous tapez Next Level. Next Level, c'est très simple à écrire, NXLVL. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Baïja. Oui. Je l'ai bien dit à Baïja. Baïja, je préfère, s'il te plaît. Vas-y. Baïja. Baïja. Voilà, parfait, Baïja. Baïja. Abondant. Alors toi, tu nous as amené un charmant invité qui s'appelle Jean-Michel. Oui, alors Jean-Michel Cabrol. Tout d'abord, bienvenue sur le plateau de Love Sisters. Donc tu es saxophoniste. J'ai bien réussi à le dire cette fois. Presque. Saxophoniste. 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 Ah, moi je dis bien par contre, hein, saxophoniste. Mais bon. Alors Voilà. moi je dis bien, tu début, trouves c'est pas un que je bon dis début. bien saxophoniste? Pardon? Je dis bien saxophoniste. C'est parfait. Ah oui. De jazz. Jazz. Ah, ça c'est bien ça. Alors, peux-tu te présenter,
Jean-Michel. Donc Jean-Michel Cabrol, voilà, donc saxophoniste de jazz. Donc moi je viens de Gruissan, à côté de Narbonne. Donc voilà, j'ai plusieurs formations en fait de jazz dans lesquelles je me produis un petit peu partout en France et à l'étranger. Donc voilà, après. Tu as déjà fait les États-Unis? Oui, j'étais. Tu as rencontré Fred Wesley? Non, Fred Wesley, j'étais à la Nouvelle-Orléans justement au mois de février. Mais j'ai pas rencontré Fred Wesley, le tromboniste, mais j'ai rencontré plein de musiciens de jazz là-bas avec qui j'ai joué. Je te promets une chose, quand Fred vient chez nous, parce qu'il vient chez nous, lorsqu'il viendra chez nous, je t'inviterai à prendre un apéro. Avec grand plaisir, j'aimerais beaucoup le rencontrer. Ouais. Il est génial. Hein. C'est l'un des plus grands. Alors, Jean-Michel, à quel âge as-tu commencé le saxophone? Alors moi j'ai commencé très très jeune en fait, dans mon village, j'avais 7-8 ans. J'ai commencé avec un monsieur qui s'appelait Jules Calmette, qui était un grand musicien à Paris, qui est venu un petit peu dans notre petit village et qui a décidé de... un petit peu la particularité, c'est d'apprendre la musique de jazz à des enfants. Donc rapidement, on a commencé à faire, on va dire, de la pratique collective, c'est-à-dire rapidement, il nous a fait jouer ensemble. On a monté un petit orchestre, un petit big band de jazz, et rapidement, on a fait des concerts, on a commencé à se produire dans des petits festivals, un petit peu partout. Ça a pris un petit peu une ampleur assez rapide. Et donc, ça a donné l'éveil de la musique à pas mal de gamins de ma génération qui ont continué, dont j'en fais partie. Et après, moi, ça m'a un petit peu donné le goût à continuer la musique par moi-même, après, puisque... Après, moi, je suis parti me perfectionner. Je suis parti à Paris faire des écoles de jazz, enfin, et puis surtout rencontrer des musiciens, voilà, pour après faire des projets musicaux, parce que la musique, c'est beaucoup de rencontres finalement. Et donc, c'est comme ça un petit peu qu'après, on crée des liens et on crée des formations. Et puis après, je suis revenu au pays, on va dire, hein, et après, je travaille beaucoup avec les musiciens, notamment de la région, de Toulouse, de Montpellier, dans diverses formations. Donc concrètement, c'est ton métier? Alors non, moi j'ai une double vie en fait. C'est-à-dire que... Je veux savoir. Oui. En fait, moi, mon premier métier, j'étais conducteur de train à la SNCF. Je suis toujours à la SNCF. Maintenant, je suis devenu manager, quoi, enfin, responsable des conducteurs de train. Mais il m'arrive encore de conduire des trains, d'ailleurs. Voilà. Et donc, j'ai toujours eu une double vie, ma vie d'artiste, musicien de jazz, et ma vie donc de cheminot, comme on dit. Puisque mon papa était conducteur de train, donc j'ai toujours rêvé de faire le métier de mon papa. Donc, mais ma grande passion pour la musique a fait que j'ai toujours un petit peu eu un dilemme entre les deux. Je savais pas trop, alors je me suis dit, je vais garder les deux et puis on va essayer, voir si ça. Et justement, tu as réussi à concilier les deux. Ça demande beaucoup d'organisation, mais jusqu'à présent, je croise les doigts, j'ai toujours réussi à joindre les deux. Mais bon, c'est vrai que ça demande quand même pas mal de sacrifices au niveau de l'organisation, de la vie privée. Ta vie privée, surtout. Oui, bien sûr. Bon, il faut s'organiser, voilà. Tu as des enfants? Non. Bon, déjà, alors si t'as pas d'enfants, c'est déjà une bonne chose. Ça libère un petit peu de temps, mais bon, il n'y a pas... Une bonne chose pour l'organisation. Après avoir des enfants, c'est chouette ce que aussi. je voulais dire. Mais bon, sait-on jamais. Oui. Et où est-ce que tu joues, Jean-Michel? Je joue un petit peu partout. Donc, je joue beaucoup dans les festivals de jazz. Bon, pour citer les principaux, il y a Jazz Marcia, il y a Jazz à Vienne, il y a le festival. Dernièrement, j'étais au festival de jazz en Comminges à Saint-Gaudens. Cet été, là, je suis en tournée également avec diverses formations. Là, je vais, par exemple, tout le mois de juillet, accompagner une chanteuse de jazz américaine qui s'appelle Angie Wells avec un pianiste qui s'appelle Raphaël Lemonnier de Nîmes. On est en tournée, mais je fais partie également d'un grand big band de jazz. C'est un grand ensemble où on est 20 musiciens depuis pas mal d'années maintenant et où vraiment on se produit dans beaucoup de festivals de jazz. On accompagne des grands artistes internationaux, également français, comme Ben Doncle Soul, comme James Morrison, comme Gordon Goodwin des États-Unis. On fait venir des artistes, on enregistre des albums et on fait des tournées dans des festivals de jazz. Et d'ailleurs, j'ai amené notre dernier CD, là. On vient de faire justement
un CD sur la Nouvelle-Orléans, la musique de la Nouvelle-Orléans. Tu peux montrer bien la sûr. caméra. C'est le Big Band Brass, voilà, de Dominique Grieux. Et notre dernier CD, c'est de Nola Sound. En fait, Nola, c'est la Nouvelle-Orléans. On a. Allez, c'est quoi comme Pendant style le... Alors c'est du jazz de la Nouvelle-Orléans en fait. Donc on a repris des grands classiques de la Nouvelle-Orléans et on a également des compositions originales dans le style de la musique de la Nouvelle-Orléans actuelle, avec les influences donc de musiciens comme Fred Wesley, par exemple, qui est un musicien américain de la Nouvelle-Orléans. Et nous avons un chanteur et une chanteuse dans notre big band qui s'est joint à nous, un chanteur anglais là, qui s'appelle Jen Mulliran. Et donc, avec cette formation-là, on a déjà fait pas mal de concerts, on se produit dans les festivals. Ça, c'est un des projets que nous avons avec le big band. Mais depuis, on a enregistré, par exemple, un nouvel album là, qui va sortir à la rentrée. Là, c'est plus un album, on va dire, de composition. C'est un compositeur de jazz français qui s'appelle Stan Laferrière et qui a spécialement composé des musiques pour notre orchestre qu'on vient d'enregistrer, qui sortira à la rentrée. Après cet été, avec le Big Band aussi, on va faire la tournée des festivals, on va accompagner des artistes comme Ben Doncle Sou, comme Yuri Badaventura, ou même on va faire un petit peu une petite incartade, je vais dire, dans la musique de variété, puisque cet été on va accompagner aussi des chanteurs de variété comme Don Louis Leroy ou Kali, mais avec une version jazzifiée de leurs chansons, puisqu'on va créer des arrangements spéciaux pour ces artistes-là, pour se produire dans un festival. En l'occurrence, c'est le fameux festival de jazz de l'Hospitalet à Narbonne-Plage, qui a lieu chaque année au mois de juillet, où il y a tous les artistes internationaux qui se produisent, et où l'année dernière déjà nous avions accueilli, accompagné avec le Big Band, Ben Oncle Soul, ou encore Imani, des artistes comme Yuri Banaventura, Alors Robin justement, McKell également. Oui. Si nous également on a envie de faire partie de l'aventure, donc pour te suivre dans tous ces festivals, comment on fait? Alors c'est très simple en fait, comme tous les artistes, moi j'ai un site web, voilà. Donc j'ai un site web sur mon site web déjà il y a tous les projets dans lesquels je participe, avec toutes les dates des tournées. Donc l'adresse de mon site, c'est très simple, c'est jmcabrol.fr. Après, je suis bien sûr sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, j'ai des pages pro, on tape mon nom, on me trouvera facilement. Un numéro de téléphone également, c'est possible? Oui, il y a les numéros de téléphone. Tu peux le donner à la caméra? Mon numéro de téléphone? Oh, t'as pas à avoir peur, il n'y a jamais eu de problème ici. Vraiment? Je le donne vraiment? Mais oui, pourquoi tu te cacherais de... Bon, alors 06 89 15 05 77, voilà, mais c'est que pour la musique. Hein. Il va recevoir plein d'appels ce soir, Jean-Michel. En plus, il rêve. Non, mais pas du tout, mais bon, je me méfie, on ne sait jamais. Bon, écoute, Non, je plaisante. non, mais je pense pas que les gens s'amusent vraiment depuis le temps. Ça fait combien de temps? Au moins 2 ans, 3 ans qu'ils donnent leur numéro de téléphone, on n'a pas eu un problème. Après, ce sera peut-être D'ailleurs, pour des bonnes nouvelles, pour des festivals, pour des soirées. Si Voilà, c'est pour ce c'est genre ça. de choses, ça va, très bien. Mais je pensais justement au saxo. Je vais juste faire un intermède rapide pour ne pas prendre sur notre temps. Mais les saxos, je pensais que ça ne pouvait pas aller avec la musique électronique. Eh bien que si. Alors oui, parce que je le fais également. Je suis très étonnée. Voilà, ben, j'ai un groupe qui s'appelle DJ Horn, avec mon compère Dominique Grieux, là, qui est le chef d'orchestre du Big Band et qui joue également de la trompette très très bien. On a un groupe avec un DJ où on fait de l'électro-jazz. Voilà. Là, tu vois, c'est donc, géant. Hein. Et on nous demande aussi pas mal de soirées privées dans ce style-là, parce que ça s'y prête bien. On a écrit des arrangements spéciaux, nous, sur de la musique On va électro. te voir pour un live, je crois. Mais On va d'abord, t'écouter. je vais te reposer une dernière question. Est-ce que tu as un petit studio chez toi ou pas? J'ai un home studio, oui, comme tout Où bon tu peux enregistrer musicien, des où je pistes. peux enregistrer des Quand on te prises. demande une piste, tu peux faire On une me piste demande propre. de faire des enregistrements, je fais ça chez moi, je Une l'envoie. piste propre. Voilà, exactement. Très bien. Mais merci infiniment. On va le voir. On va Le voir en t'écouter. live. On a hâte de voir ton live. Avec plaisir. Allons-y. Thank you.
Les filles, quand même, vous pouvez. Alors, je vous présente donc Muriel, qui va nous présenter un artiste hors pair. De qui s'agit-il? Alors, il s'agit de Bruno Estève. Bonjour. Bonjour, Bruno. Bonjour. Tu n'es pas venu seul. Non, je suis venu avec June, qui est chien guide. C'est pas mon chien guide, c'est le chien guide de mon épouse, Valérie, qui n'est pas là, mais j'ai. C'est une femelle, hein. C'est une femelle, elle s'appelle June, oui. Ouais, voilà. Il y a une femelle. Elle est calme, hein. Elle est Elle est très sage. sage. Très calme. On a du mal à la faire coucher, mais après, une fois qu'elle est couchée, c'est bon. Voilà, peut-être, mais enfin, quand même, elle Ouais, très, obéit. très hein. gentil, Elle très, très obéit. gentil. Oui, voilà. bien sûr, c'est des chiens éduqués. Donc, Éduquée et tout. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on l'a accepté sur le plateau. Voilà. Parce exactement. qu'autrement, on n'en finirait pas. Mais elle est vraiment bien. hein. Donc, écoute, je t'ai remarqué, moi, cher Bruno, je t'ai remarqué à l'émission. N'oubliez pas les paroles. Est-ce que vous connaissez l'émission? Oh, elle est assez connue. Oui, je oui, crois. oui. Elle est assez connue. Donc, écoute, j'aimerais bien que. Ça fait longtemps déjà, ça fait 10 ans. Hein. Peu importe, mais t'as tes Ça champions, date. t'as tes champions quand même. Alors, Oui, à l'époque, oui, j'avais fait cette émission. J'avais gagné 45 000 €, ce qui était pas mal à l'époque. Hein. pas mal négligeable. hein. Maintenant, les grands maestros, ils ont entre 100 000 et 500 000 €. Peut-être, mais Ils sont très forts. Mais c'était pas mal déjà. Ah, bah, te plains pas quand C'est même. déjà hein. chouette Ah non, de je me plains gagner pas, ça. c'est génial. C'était génial, j'ai jamais eu ça sur mon compte de ma vie, moi. C'est fou. Alors, explique-moi cette mémoire exceptionnelle, malheureusement, est-ce due à, comme on le voit aujourd'hui, tu es un malvoyant? Est-ce dû à ça qui a développé cette Non. mémoire? Non. Alors, oui, alors je vais dire oui et non. Oui C'est et une non. réponse de Normand un peu. Oui et non. Alors, normalement, enfin, il y a les plus grands maestros, ils sont valides, hein, ils n'ont pas de problème de vue, donc ça n'a pas rapport. Mais moi, en fait, moi, j'étais dans l'émission sans réviser. À l'époque, il n'y avait pas les masters, les combats entre les grands maestros. Moi, j'étais allé pour faire une expérience, voir un plateau télé, voir Nagui, voir comment ça se passait. Étant chanteur, musicien, Mais tu ça pouvais pas m'intéressait. voir. Tu pouvais pas voir. Ça m'intéressait d'être sur le plateau, en fait. Voilà. Ça m'intéressait d'être sur le plateau. D'entendre. Tu pouvais entendre. Oui, entendre, mais voir un petit peu aussi quand même, hein, parce que je suis malvoyant, en fait. Je suis pas non-voyant. Donc tu vois les couleurs, hein. Tu vois des couleurs, Oui, et je tu vois les couleurs. des ombres. Je vois des formes. Je peux dire les gens comment ils sont habillés. Je vois pas les détails des visages, mais je vois les gens comment ils sont habillés. Bah, Je vois c'est déjà pas mal. Écoute. Voilà, la table est rouge. Il y a pas de souci. J'arrive à voir des couleurs et des formes, mais ça dépend. Mais si elles sont proches, je vois. Si elles sont loin, c'est plus difficile. Les détails des visages, par exemple, quand c'est loin, j'ai du mal. Bon, bah, c'est bien. Tu te rapproches et puis tu Voilà, vois. c'est ça. Excuse-moi de te dire ça, mais C'est c'est ça. bien. Voilà. C'est ça. Et tu lui dis, bon, bah, excusez-moi, fallait que je Ouais. m'approche. Voilà. C'est ça. Je vous fais un bisou en même temps. Hein, puis voilà, non. Alors, Oui. tu es devenu chanteur. Oui, en fait, moi, quand je chanson, j'ai commencé à l'âge de 20 ans. J'ai commencé à chanter. Moi, j'ai toujours voulu faire ce que je fais Pianiste maintenant. et chanteur. Hein. Oui, moi, en fait, j'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans, mais classique, mais ça me plaisait pas. Mais je le faisais parce que c'était obligé. Et moi, je voulais faire de la variété. Moi, j'ai grandi dans un monde de variété. Ma mère, elle chantait du Piaf. On écoutait de la variété. On n'écoutait jamais de classique. Donc, moi, j'étais bercé dans la variété. Très très vite, et c'est vrai que j'ai voulu tout de suite faire des reprises de variété, et c'est quand j'ai commencé un peu personne ne m'a appris le piano, le piano classique, oui, mais les profs ne m'ont pas guidé vers une formation de variété, même de jazz. Par exemple, j'aurais adoré faire du jazz, par exemple. Je suis un piètre musicien. Un jazz, je suis pas, c'est très spécial. Il y a des harmonies, ça doit être initié, ça doit s'apprendre. C'est vrai. Mais j'adore le jazz aussi, mais c'est vrai que j'en pratique pas. Mais c'est vrai que je voulais faire de la variété, et en fait, le fait de pas forcément apprendre les chansons, mais à force de les entendre, quand j'étais jeune et ado, j'écoutais beaucoup de musique toute la journée. Donc en fait, les chansons, je les connaissais comme ça, par cœur, sans forcément les apprendre. Donc c'est vrai que j'étais plus aguerri dans des chansons des années 80, parce que j'étais adolescent dans les années 80, que dans les chansons plus modernes. Maintenant, le fait de faire du bal, forcément, j'ai un répertoire qui est des fois un peu plus moderne. Je peux chanter jusqu'à du Kinvey, du Kenji, pour faire danser les gens. Mais je fais de toutes les époques. Je peux chanter aussi du Charles Trenet, du Brassens, du Renaud, Donc, je suis très éclectique. ton album, il s'appelle comment, tu m'as dit? Alors c'est pas un album. Alors donc en fait ma chanson. Donc en fait moi j'ai écrit qu'une chanson. Je suis auteur-compositeur, C'est déjà interprète pas d'une mal, chanson. t'en as écrit une au moins. Oui.
auteur, compositeur, interprète. La chanson s'appelle Ton chien guide. Et en fait, tu vas le chanter aujourd'hui? C'est ce Comment que tu vas nous chanter aujourd'hui? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ce que tu vas nous chanter aujourd'hui. Et en fait, j'ai eu l'idée d'écrire ça parce que moi, quand j'ai connu mon épouse, elle avait un chien guide. J'avais jamais eu d'histoire avec une fille qui avait un chien guide, donc ça m'est arrivé. Donc j'ai vécu la vie avec un chien guide. Et au bout de quelques années, les paroles me sont venues comme ça. Un jour, c'est complètement bête et idiot. J'avais jamais écrit une chanson avant, à part quelques parodies pour des amis. J'étais en train d'étendre mon linge et puis des mots me sont venus. Les premiers mots de la chanson me sont venus comme ça. Et puis j'étais à l'ordinateur. Et finalement, j'ai écrit 4 couplets. Ça m'est sorti comme ça, comme c'était dicté de je sais pas d'où. Et voilà. Et donc après, je me suis mis plus tard à écrire d'autres chansons comme ça. J'écris des parodies, puis j'écris aussi. J'ai écrit une autre chanson. J'ai écrit deux autres chansons, mais qui sont pas sorties, donc je peux pas en parler pour l'instant. Mais pour l'instant, Ton chien guide, c'est la seule. Tu vas les sortir. Alors je sais pas, ça c'est pas sûr. Je sais pas encore, je peux pas le dire. C'est des chansons écrites avec des amis, donc je sais pas, il faut que je vois si on les sort ou pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors en fait, mon but, au début je l'ai sorti, j'ai mis la chanson sur réseau social comme ça. Je l'ai sorti, je dis bon pour égayer, pour faire rigoler les gens, pour parler du chien guide. Mais je comptais pas la sortir cette chanson, je comptais pas faire un disque vraiment. Et après, au bout de 2 ans, 3 ans, je me suis dit mais pourquoi pas faire un disque et faire un truc qui est complètement altruiste, c'est-à-dire de vendre ce disque au profit des écoles de chiens guides. Exactement. C'est d'ailleurs l'association pour qui tu te bats. Voilà. En fait, oui, ce disque-là, c'est pour les écoles chiens guides de France. Bon, c'est surtout, je suis plus proche de celle de Toulouse parce que June fait partie de l'école de Toulouse. Et donc, en fait, mon but, mais c'est vrai que c'est pas évident de vendre des disques. Les gens n'achètent plus trop de CD aujourd'hui. C'est un peu compliqué. Non, mais le CD est fini maintenant. Hein. Voilà, il est fait, il n'y a pas de problème, il est en vente. Et c'est vrai que ce qu'il me faudrait, je lance un appel d'ailleurs, je sais pas, mais ce qu'il me faudrait pour que la chanson soit un petit peu boostée, c'est d'avoir un clip vidéo. J'ai pas de clip vidéo en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais quand je dis le CD est fini, je veux dire par là que c'est eux qui ont décidé de nous court-circuiter. Et or que c'était vraiment très bien, on pouvait vendre et tout. Maintenant, c'est des clés, mais c'est beaucoup plus cher. C'est des vinyles, c'est beaucoup plus cher. Voilà. Non, mais le CD, oui, pardon, j'ai trouvé la parole, pardon. Je disais que ce sont des CD, ce sont des clés USB, des vinyles, ou alors en téléchargement de plus en plus. Oui, maintenant, c'est vrai qu'on est à l'ère du téléchargement. Donc tu as mis CD... un téléchargement, toi, Olivia ? Ou sur les plateformes de streaming, peut-être. Tu l'as mis un téléchargement? Non, je l'ai pas mis. Oui, moi, tous mes albums sont sur toutes les plateformes de mais il y en a encore qui achètent quand même en soirée. Alors, les CD, on les vend beaucoup pendant les concerts parce que les gens viennent au concert, ils ont envie de repartir avec un objet, avec un souvenir. Donc, soit ils achètent un CD ou on leur fait carrément maintenant des clés USB avec les vidéos. Exactement, c'est bien. Nos CD, nous, on a les deux supports. Tu fais des clés customisées, tu mets tous tes titres. Exactement. Et ça, c'est une bonne idée. Voilà, très bonne idée. Des clés USB avec tous les vidéos, tous nos albums. Ce que je fais moi éventuellement avec les gens, quand ils m'achètent un CD, qu'ils me contactent, je leur dis j'ai un CD en physique, je vous le vends, mais par contre je peux vous envoyer les fichiers aussi par mail. Une fois que vous avez acheté mon CD, je vous envoie aussi par mail si vous le mettez dans une clé dans votre autoradio. C'est une bonne idée parce qu'ils ont vraiment enlevé les comment on appelle ça les lecteurs CD. Aide-moi là. Aide-moi aujourd'hui, oui, il y en a. Les lecteurs CD. Les lecteurs CD. Il y en a plus maintenant. Les gens ils achètent le CD, on peut pas dire vraiment qu'ils les mettent dans une platine, ils l'écoutent pas, mais ça leur fait un support physique. Ils ont vraiment l'impression d'avoir quelque chose dans les mains. Moi je les garde comme des parce qu'il faut les garder parce que ça va très cher après. Comme ça a appelé à disparaître, ça va coûter très cher. Donc, essayez de garder un maximum et de récupérer des CD. Quand vous vieillirez, si vous avez faim, vous pourrez les vendre. C'est ce qui se fait d'ailleurs avec les vinyles. Les vinyles avaient un peu disparu et ils ont réapparu. Et dans quelques années, on fera la même chose pour les CD. Alors, sans doute, c'est possible. Cher Bruno, là, tu te bats vraiment pour justement les chiens d'aveugles. Et donc, tu peux regarder la caméra et te dire vraiment ton combat. Et déjà, tu l'as dit, tous les fonds que tu récoltes de ta chanson, tu les donnes aux écoles de chiens guides d'aveugles fédérées de France. Et tout ce que tu vas faire dans le futur aussi. Voilà, en fait, mon but c'est d'essayer de vendre ce CD. Donc après, c'est surtout par réseau social qu'on me contacte en général. Donc on peut me trouver sur Facebook. À Bruno Estève, musicien, chanteur. C'est pas compliqué à me trouver. Pas du tout.
Pas du tout. Voilà. Et t'as Instagram, je suppose aussi. Oui, j'ai Instagram, pareil, on peut me trouver T'as sur TikTok, Instagram aussi. TikTok Non, TikTok, c'est pas mon truc du tout. Je n'aime pas du tout TikTok. Oui, malheureusement, Non, j'ai que il y a Facebook. des vues, malheureusement. Ouais, je sais. J'ai que Facebook. Pour l'instant, j'ai Mais que jeune ou Facebook. et pas Insta. jeune, non, il y a tout âge. Il y a tout âge sur TikTok. Ma Mais, chaîne YouTube aussi, j'ai beaucoup d'interprétations de mes chansons sur ma chaîne YouTube, Bruno Estève. J'ai mes passages, n'oubliez pas les paroles aussi qu'on peut regarder. Alors n'oubliez pas de cliquer, Bruno. N'oubliez pas de cliquer. Dis-toi ton nom. Jean-Michel Cabrol. Voilà, n'oubliez pas de cliquer. Florian Xbraya. Et je vais me permettre de dire, vous qui êtes ici présents, lorsque votre émission va passer, n'oubliez pas de liker sur YouTube, sur les réseaux, et de mettre un message, parce que j'estime que nous sommes à votre rencontre, et on vous fait un énorme plaisir, c'est vrai. N'oubliez pas de laisser un petit message sur YouTube, ça nous fera tellement plaisir de voir votre nom apparaître. Ce sera fait. Avec plaisir. Avec plaisir. Allez. Donc Merci. Bruno, cher Bruno, au plaisir de te revoir pour une autre Merci. chanson. De toute façon, on va t'entendre en live. Allons-y. D'accord. Merci. Tu es né déficient visuel ou bien aveugle par accident. Quand tu te promènes dans les ruelles, tu ne provoques que des incidents. T'es pas un fan de la canne blanche, il faut dire qu'elle te le rend bien. Elle ne peut rien faire lorsque tu flanches, que t'as besoin de parler à quelqu'un. Tu te sens tout seul même dans les halles ou dans les transports en commun. Faire les courses c'est pas l'idéal quand t'as ce truc entre les mains. Pour pallier les petits soucis, pour toi j'ai une solution qui va changer toute ta vie. Il te faut un vrai compagnon pour te guider sur le chemin. La liberté, prends donc un chien pour avancer dans ce monde valide, plein de dangers. Prends un chien guide. Il traversera dans les lignes et t'indiquera le trottoir. Il t'attendra couché et digne pendant que tu boiras au comptoir. Et si un soir tu le délaisses pour pouvoir sortir entre amis, il râlera pas comme une gonzesse parce que tu rentres après minuit. Pour pas que tu te prennes un bide dans tous les transports en commun, il t'indiquera un siège vide pour pas que tu t'assoies sur quelqu'un. Sous la table, il piquera un somme pendant que tu te gaves au resto et ne dira rien à personne si tu regardes un film porno. Pour te guider sur le chemin, la liberté, prends donc un chien pour avancer dans ce monde valide, plein de dangers. Prends un chien guide. Ne t'étonne pas si dans la rue les gens sont un peu maladroits. Si au lieu de te dire salut, ils disent bonjour à ton labra. Et si les filles que tu abordes disent en cœur oh qu'il est beau, c'est pas que tu ressembles à Redford, c'est qu'elles s'adressent à ton cabot. Car pour draguer, convenons-en, ça présente quelques avantages. Pour engager la discussion, avant d'engager davantage, ton chien sera le lien direct pour faire tomber les préjugés. Certaines personnes, soyons honnêtes, ont envers les handicapés. Pour te guider sur le chemin, la liberté, prends donc un chien pour avancer dans ce monde valide, plein de dangers. Prends un chien guide. Après 10 ans d'une relation d'amour et de fidélité, il sera l'heure pour ton compagnon de sa retraite bien méritée. Tu changeras de partenaire quant à lui si tu le désires, lui rendre son amour sincère jusqu'à son tout dernier soupir. Il restera le souvenir d'une indéniable complicité, d'un dévouement sans défaillir, d'une éternelle sincérité qu'aucun être humain sur cette terre n'est capable de te donner. Aussi bien que ce partenaire, tu ne pourras jamais oublier. Pour
te guider sur le chemin. La liberté prend donc un chien pour avancer dans ce monde valide, plein de dangers. Prends un chien guide pour te guider sur le chemin. La liberté prend donc un chien pour avancer dans ce monde valide, plein de dangers. Prends un chien guide. Docteur Leur Sister, bonjour. Bonjour Myriam, bonjour. Seul, Eh bien, pour une fois, toi, c'est la première fois dans une chronique. on est à trois. Déjà, je trouve que je suis très chanceux parce que je suis très bien encadré. On est un trio. Chose très agréable, n'est-ce pas? On est un trio. Voilà. Donc, pour parler d'un sujet lourd, ben, il fallait bien arriver à mener un petit peu de piment. On est à la deuxième partie. On est à la deuxième partie, donc je parlais déjà du cancer de l'enfant. Et donc, je vais parler en particulier de la radiothérapie. Donc, comme je vous disais, la radiothérapie, elle intervient dans 1 cas sur 3. Elle fait intervenir des équipes multidisciplinaires, c'est-à-dire radiothérapeutes, médecins, des psychologues, des physiciens, pour tout ce qui est la manipulation du rayon. Et tout ça, donc, des équipes qui sont des équipes de pointe. Et ça ne peut s'exercer que dans des endroits d'excellence, des endroits qui sont à la pointe du progrès et de la thérapeutique là-dedans. Et on a la chance à Montpellier d'avoir l'ICM Val d'Orel pour ça. Et donc, ils ont les enfants aussi, donc à Val d'Orel. Absolument, les enfants du CHU vont à Val d'Orel pour pratiquer les irradiations. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir à côté de moi donc Sandrine Moustardier, qui est l'ambassadrice d'honneur bénévole de l'ICM, et d'autant plus la chance que c'est mon ami. Écoute, je te remercie de m'avoir invité à cette émission. Voilà, je t'ai invité pour que nous parlions après d'une grande innovation. La radiothérapie, savoir comment ça se passe. Donc ça se passe dans des locaux qui sont dédiés déjà, ça ne peut pas se dérouler n'importe où. Avec des équipes de pointe, dans des endroits de pointe, ce qui signifie déjà sur le plan pratique que ça ne va pas être à côté de chaque maison et que si ça se déroule sur 4 ou 5 semaines au rythme moyen de 30-35 séances, ça veut dire que l'enfant, pendant une période relativement longue, va être déplacé de son domicile tous les jours s'il n'est pas trop loin, ou de façon durable s'il habite en Lozère par exemple, ou en Aveyron ou autre. Il ne pourra pas forcément faire les trajets tous les jours. Pas du tout, il va être en hospitalisation. Il va être en hospitalisation, et donc ça c'est déjà un premier handicap. La deuxième spécificité, je n'avais parlé la dernière fois, c'est que ça se déroule sur un organisme en pleine croissance. Donc un enfant ne se traite pas comme on va traiter un adulte. Non. Donc il va falloir en même temps donc, des équipes encore plus spécifiques là-dessus. La radiothérapie, elle va se dérouler en plusieurs temps. Dans un premier temps, on a une consultation d'annonce du traitement, où il y a des médecins, où il y a des psychologues, où il y a des physiciens. Et pendant au décours de cette séance de première consultation d'annonce du traitement, on va faire ce qu'on appelle un scanner dosimétrique. Ce scanner dosimétrique, il va servir à voir exactement la position de la tumeur et calculer exactement la dose de rayon qui va atteindre la tumeur. Tout à fait. Tout à fait. Donc, en même temps, et ça commence à devenir un peu critique, et c'est là que Sandrine va commencer à prendre toute sa place. Pendant ou au décours de ce scanner dosimétrique, il va être confectionné des moules corporels. Tout à fait. Des masques, des casques. Masques de fibres. De fibres, qui vont servir à immobiliser l'enfant. Tout à fait. Parce que tout mouvement de l'enfant entraînerait une perte à la fois d'efficacité
et un danger pour les tissus qui sont autour. Parce que si la radiothérapie, c'est effectivement un traitement qui est bien ciblé sur la tumeur, contrairement à la chimiothérapie qui prend tout le corps, il faut protéger tous les tissus qui sont autour. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il est pratiquement attaché. Ça veut dire qu'il est plus qu'attaché, ça veut dire qu'il est vissé, boulonné à son moule et à l'appareil pour éviter absolument de bouger. Oh, faut le préparer, le pauvre petit. Voilà, Ça, tu as dit le mot. Et donc, heureusement qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a des techniques de sédation comme on a des techniques de l'hypnose. sédation, de l'hypnose. Il faut savoir que dans certains cas, l'enfant, c'est tellement difficile d'immobiliser l'enfant qu'à chaque séance, je dis bien à chaque séance, pendant 35 séances d'affilée, on est obligé de pratiquer une anesthésie générale. Oh là. Oh là. Hein? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, ils évitent l'anesthésie. On évite, mais on a connu cette période. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Hein? La deuxième chose, c'est que c'est dans une pièce qui est dédiée, dans laquelle personne ne pourra pénétrer, parce que quiconque pénétrerait dans la pièce recevrait autant de rayonnement que la personne qui est traitée, qu'elle soit adulte ou enfant. Donc, la personne et l'enfant devraient être attachés et immobilisés et seuls. Hein? D'accord. Donc, on voit toute la difficulté. Et donc, devant ce drame quotidien qu'on pouvait vivre dans certains services que moi j'ai connus à l'époque, on a commencé à utiliser des techniques comme l'hypnose, par exemple. Et maintenant, on a la joie avec Sandrine. La joie, c'est un mot bizarre dans le contexte, mais enfin, c'est quand même quelque chose de très beau qu'on va vous annoncer. Je vais laisser la parole à Sandrine, tout simplement. Elle vous le dira mieux que moi. Écoute Alain, nous allons être les premiers en France. On a eu un pari fou avec un radiothérapeute qui s'appelle Julien et qui accompagne, on va dire, les séances de radiothérapie pour les tout petits d'Arnaud de Villeneuve. Un pari très fou, un robot qui va rester à côté de lui. C'est-à-dire, premièrement, il va aller le chercher en salle d'attente. Il va lui être présenté pendant la séance, la consultation d'annonce du traitement, déjà, je crois. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Il ne sera pas un étranger. Voilà. Et après, le manipulateur va venir avec ce robot chercher l'enfant. Le robot va suivre et va rester avec lui toute la séance de radiothérapie. Le robot pourra communiquer avec l'enfant. Tout à fait. Voilà, lui parler, lui raconter des histoires. Tout à fait. Et je crois même, d'après ce que tu m'as dit, qu'il pourrait lui parler avec la voix du papa ou de la maman. Tout à fait. Hein? Parce qu'on rentre, l'implémente dans la mémoire du robot, la voix du papa ou de la maman, qu'on pourra synthétiser après la demande. Tout à fait. Voilà. Donc, avec l'intelligence artificielle, c'est une innovation extraordinaire, parce que, bon, déjà, Cocorico, elle est française. Tout à fait. Pardon, excuse-moi. Et le projet, il date de passer le temps de préparer ce projet. Il a fallu combien d'années? On va dire, on a commencé à travailler ce projet avec l'équipe de radiothérapie et Yvanik Châtaignier, directeur de l'ICEM Val d'Orel, chargé de communication et de mécénat. À m'écouter sur mes projets, sur mes attentes surtout, pour essayer d'améliorer ces soins au quotidien. Et donc, ils sont partis à la recherche de ce robot en France, à l'étranger, et nous avons eu une start-up française qui a répondu à nos attentes. Super. Voilà. C'est une start-up française et c'est une innovation mondiale puisque ce robot a été présenté au dernier CES Las Vegas, en fait. Tout à fait. Hein? Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Et donc, on ne peut pas vous montrer aujourd'hui de photos de ce robot. C'est pas de la science-fiction, je vous l'assure. Le robot existe bien. J'ai eu le privilège de voir une photo que je n'ai pas le droit de divulguer, tout simplement parce qu'il va y avoir un contrat d'exclusivité avec l'ICM de Montpellier pour ce robot. Tout à fait. Hein, donc, ce qui ne signifie pas,
que ce robot, il va être réservé uniquement mondialement à l'ICM, parce qu'il sera partagé avec d'autres, mais que quand les autres l'utiliseront, il y aura en quelque sorte des royalties qui seront reversées à l'ICM. Tout à fait. Voilà. Et donc, et qui bénéficieront en priorité donc à Montpellier, au centre de soins. À quelle période Alors déjà, on va présenter le robot d'ici la fin de l'année. Voilà, on attend, les avocats d'ICM Val d'Orel sont en train de finaliser toutes les signatures. Puis, après l'été, on va dire, on pense au mois de novembre, nous allons le présenter. Ouais. Voilà. Je crois que ce robot sera baptisé. Alors, moi qui ai eu le privilège de pouvoir avoir une photo, je vais faire appel au pluriel plus ancien à vos souvenirs. Vous vous souvenez peut-être de la guerre des étoiles. Voilà. Alors, il y avait le petit R2D2. Voilà, le petit rond rigolo. C'est pas lui, mais c'est son grand copain, en fait. Je trouve qu'il lui ressemble beaucoup, moi, pour ce que j'en ai vu. C'est 3PO, le robot qui était tout doré, là, dans la guerre des étoiles. Et physiquement, il ressemble assez à ça, avec une petite particularité, c'est que c'est encore plus marrant pour les gosses, c'est qu'il est monté sur un monocycle. Ah, d'accord. Tout à fait. Et donc, ce projet est réalisé en 2025, je suppose. Voilà, il fera partie de l'équipe en 2025. À partir de 2025. Je pense, je ne peux pas te dire la date officielle. Bien sûr, on ne peut pas dire, mais à peu près... Mais 2025... voilà. Je crois que ce qu'on peut annoncer aussi, c'est que, bon, il n'y a pas que le cancer dans les pathologies qu'on traite, et que ce robot commence à avoir un écho, et qu'on commence à y avoir une forte demande d'utilisation de ce robot pour d'autres choses que le cancer, en particulier pour la prise en charge du grand âge, des personnes âgées, grand âge dépendantes, et également, je pense aussi, pour les déficients mentaux. Tout à fait. Ah oui, très intéressant. Voilà. Donc il ne servira pas que pour le cancer, là, finalement. Alors Sandrine, bravo. Bravo Sandrine, pour ce une courage et avec toute l'équipe. Bravo Alors, aussi à toute l'équipe. Ce robot, je pense qu'on peut peut-être l'annoncer. Il aura 2 marraines. Une marraine, c'est Sandrine. Oui. Et l'autre marraine? Alors, encore, je ne peux pas, tu le sais, mais je ne peux pas l'annoncer. Elle sera annoncée au mois de novembre à la concrétisation. Disons qu'elle a un rapport avec ça. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Bien. Voilà, on en dira un petit peu plus au mois de novembre. Très bien. Merci à tous. Merci beaucoup. On vous dit au revoir. Au revoir. Jennifer, c'est à toi maintenant. Oui, c'est à moi. Et c'est surtout à Dylan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Merci. Est-ce que déjà tu peux te présenter un petit peu, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais, pourquoi tu es venu aujourd'hui? Alors du coup, donc moi c'est Dylan. Je suis illustrateur et graphiste dans le Vaucluse. Donc illustrateur et graphiste dans le Vaucluse, voilà. Donc j'ai 2 aspects dans ma profession. Le premier, ça va être de créer de répondre à des demandes de clients. Donc que ça va être pour des logos, pour des affiches ou pour tout type de prestations dans le graphisme. Et le deuxième aspect de mon travail, ça va être un aspect plus artistique où je vais pouvoir exprimer un peu plus à travers mes supports. Je vais pouvoir un peu plus m'exprimer. Et donc voilà, vous avez donc 2 œuvres ici qui sont un échantillon de ce que je crée. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce que tu nous as amené aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Donc, alors là, vous avez deux œuvres d'une collection d'à peu près 8. Donc, c'est une collection qui reprend des personnages de la pop culture. Ici, vous avez les personnages de Nemo et là-bas, vous avez les personnages, c'est Edwige, la chouette d'Harry Potter. Et l'idée dans cette collection, c'était d'interpeller les personnes en mettant des animaux qui sont tous en voie de disparition. Donc, la chouette, elle est en voie de disparition. Les poissons clowns sont en voie de disparition. Et je voulais interpeller les personnes pour leur dire si demain vous tuez, par exemple, des chauves-souris qui elles aussi sont en voie de disparition. En fait, vous tuez Batman et du coup vous tuez la culture humaine, c'est-à-dire le fantasme qu'on a des super-héros. Et au premier abord, on trouve ça mignon tout ça, et derrière il y a cet aspect-là un peu
un peu sombre que je voulais exprimer. En gros, c'est une protection aussi. C'était un mélange de protection animale aussi. Oui, l'idée c'est d'interpeller, on va dire. Et donc chaque œuvre, le titre c'est un chiffre. Et par exemple, les poissons là que vous avez devant vous, le chiffre son titre c'est 52,50 et c'est le prix que un de ces poissons coûte sur Internet. Donc du coup, voilà, ils ont tous un peu des chiffres comme ça, et donc l'idée c'était de loin dire je connais un Nemo, tout ça, et puis de près de se dire mince, ouais, c'est moins drôle comme vision des choses. Enfin, c'est pas une espèce protégée, les poissons clowns? C'est censé l'être comme l'environnement, mais après c'est un peu, ça dépend d'où on se trouve dans le monde, quoi. Il y a toujours des failles. On peut aller dans un autre pays et en avoir plus facilement qu'en France, peut-être. Donc en fait, tes œuvres sont assez engagées finalement. Cette collection-là, tu défends une cause en tout cas. Dans celle-là, ouais. Après, je suis drôle dans la vie, mais dans celle-ci, j'ai cherché à être un peu moins drôle parce que justement, on n'a plus de moyens pour interpeller sur cette cause, et l'art permet quand même de faire passer un message, et à travers cette collection, j'ai voulu faire passer ce message-là, ouais. Merci en tout cas de faire passer ces messages-là, parce qu'on n'en parle jamais assez de la protection des animaux et autres. C'est quand même une cause importante. Enfin, moi en tout cas, qui me tient à cœur. Est-ce que c'est ton seul métier? Est-ce que tu fais que graphiste ou est-ce que tu fais autre chose aussi à côté? Non, du coup, je suis un peu comme Jean-Michel. Moi aussi, j'ai une double casquette. On a tous une double vie d'ailleurs, hein, comme disait Batman. Mais donc à côté, je suis photographe sur le sommet du Mont Ventoux. Je sais pas si vous connaissez, c'est une grande montagne qui a par là-bas dans le Vaucluse. Et donc je suis dans une entreprise où je prends des cyclistes et des motards en photo. Donc je suis au bord de la route et puis je les prends en photo et je leur donne un ticket. Donc ça fait une belle paire d'années que je fais ce travail. Et à la base, j'ai commencé donc toute ma formation dans les arts numériques. Je l'ai commencé en mettant un pied dans la photo. Donc aujourd'hui, j'ai cette double casquette. J'ai un ticket pour qu'ils puissent réserver leurs photos. Acheter directement sur Internet, ouais. Voilà. Parce qu'ils sont dans un effort très intense. Donc voilà. Enfin, je sais pas, je l'ai pas fait, mais. Donc graphiste, c'est ton métier passion et ton vrai métier. Enfin, si on peut dire vrai métier, je sais pas comment on peut les qualifier. Ou est-ce que tu fais les deux 50-50? Est-ce qu'il y en a un qui est... J'ai pour projet de faire plus de l'illustration et du graphisme, du coup, mais en fait, le travail au sommet du Mont Ventoux m'a permis justement de générer beaucoup d'inspiration déjà, parce que j'ai fait des collections autour du Mont Ventoux, qui est un peu la tour Eiffel du Vaucluse, donc c'est un peu monument là-bas et tout, et ça m'a permis de créer autour de ça, et à la fois j'ambitionne quand même d'être à 100% à mon compte. Mais c'est juste une question de temps, je pense. Voilà. Bien. Et qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de faire graphiste? Comment tu as découvert cet univers? C'est par la photo, dans un premier temps? Alors, depuis tout petit, je dessine, grâce à mon grand frère, que vous avez eu il n'y a pas très longtemps ici. Et on a partagé cette passion de l'art ensemble. Et les événements ont fait que j'ai mis un premier pied dans la photo et surtout dans l'édition des photos. J'aimais beaucoup être sur l'ordi, retoucher, traiter mes photos. Et de fil en aiguille, j'ai reconnecté avec le dessin traditionnel, qu'on peut faire maintenant sur des tablettes graphiques, et on peut faire des choses absolument magnifiques. Et en fait, j'ai vraiment reconnecté cette passion-là avec le moderne d'aujourd'hui, et donc voilà, ça a été ma source d'inspiration. Donc graphiste. C'est super quand même, hein, ce que tu fais. Merci. Et moi, je trouve, j'ai beaucoup d'admiration pour le photographe qui aime, qui capture. On va parler des êtres humains pour le moment, parce que il faut beaucoup aimer les gens pour capturer. Je peux vous dire qu'il a ce qu'on appelle l'œil du photographe. Merci maman. Et oui, parce qu'aujourd'hui on a la chance en fait de recevoir Dylan, mais c'est sa maman aussi qui est là aujourd'hui. Tu prends pas ton micro toi pour parler. Qui va parler pour moi le long de la table. Alors tu peux répéter ce que tu as dit? Alors j'ai dit que Dylan, je ne sais pas si le micro. Approche ton micro, si tu déjà pris. Je vous disais que Dylan a vraiment ce qu'on appelle l'œil du photographe, ce qui est très rare. Je le sais de source sûre. Pour avoir travaillé beaucoup avec les photographes, lui, il a vraiment ce don de trouver la perception d'un objet, d'un endroit, et je peux vous assurer qu'il vous emmène très loin dans les photos.
Voilà. C'est super. Merci maman. Donc c'est bien, je vois des personnes courageuses Big up à ma mère. qui font des doubles emplois pour pouvoir survivre à leur passion. Et ça, c'est la plus belle chose que d'attendre que le miracle arrive. Tu gagnes ton argent, tu peux aller jusqu'au bout de ta passion, justement, grâce à ça. Et donc, je trouve ça idem pour toi. Merci, merci Et beaucoup. Ouais. je suis en admiration de vous découvrir tous. C'est vrai que de plus en plus, Love Sister, on apprend. C'est une école de la vie aussi, Love Sister. On ne s'y attend pas, mais c'est une école de la vie. Et on apprend de chaque personne, chaque artiste, ou chaque personne, comme toi, cher ami, comme toi, Bruno. On apprend tellement de choses, et on s'enrichit. Et on croit que, en fin de compte, comme disait Gabin, ces chansons ne sont pas indémodables. On ne sait jamais rien, finalement. On sait qu'on ne sait jamais rien. On sait qu'on ne sait jamais rien. Non, mais c'est vrai. Hein. Et donc maintenant, il va regarder. Il va regarder la caméra. Je vais regarder la caméra. Ouais. Ouais, moi, j'ai quelque chose à dire d'autre. Pardon. J'avais quelque chose à dire. Ouais, je peux dire d'autres choses. Oui, si tu as des choses à nous dire, ou même Bien si sûr. déjà, apparemment, tes œuvres sont superbes, comme l'a dit ta maman. Je Ma connais mère. pas votre prénom. Béatrice. Comme l'a dit Béatrice juste avant. Où est-ce qu'on peut retrouver tes œuvres, que ce soit tes œuvres en tant que graphiste ou en tant que photographe? Est-ce que tu as des Alors, sites internet, des pages? Alors ouais, du coup, donc on va se concentrer sur l'illustration. Donc du coup, pour mes illustrations, ça va être sur mon Instagram qui s'appelle Vass VASS Visual, et sur TikTok c'est pareil aussi. Et en fait, je fais aussi pas mal d'expos dans la région, du coup, du côté du Vaucluse. Et il y en a une qui va se passer dans quelques jours, où c'est dans les Baux-de-Provence. Donc, je suis assez fier de faire celle-là parce que je la fais avec mon petit frère, qui lui aussi est dessinateur, mais en traditionnel. Et on expose tous les trois, on sera avec un autre gars, sur le thème médiéval aux Baux-de-Provence, le 6 et 7 juillet 2024. Chouette. C'est dans peu de temps, hein. C'est dans pas très longtemps. C'est dans une effectivement. semaine. Ouais, Une semaine, hein, donc. je suis pas du tout stressé. Juillet. Oui, juillet. C'est ça. C'est ça. Voilà. Voilà, nous sommes le 1er juillet, madame. Oui, c'est vrai que nous sommes le Vous 1er avez juillet. oublié? Effectivement. Vous savez, j'ai les marques qui flanchent, moi, à mon âge. Hein. C'est parce que le temps passe trop vite. Alors, voyons. T'as vu comment le temps passe vite? Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais nous dire, nous partager sur ce métier, sur ta passion, sur ce que tu veux? Oui, j'aimerais. Alors, je fais beaucoup d'expositions en tant que peintre numérique, du coup. Et donc c'est encore assez peu, enfin c'est pas encore très bien connu dans l'univers, et on a tendance à un peu tout mélanger. On se dit attends, c'est sur l'ordinateur, donc en fait ça doit être assisté, alors que pas du tout. C'est vraiment les mêmes processus de peinture qu'un peintre traditionnel. On reçoit des artistes. Ok, très bien. Donc, Mais merci c'est magnifique, voilà, magnifique. Merci de déployer la discipline, et du coup donc je donne des cours de dessin traditionnel aussi à des personnes seniors, et j'aimerais beaucoup aussi développer justement cette peinture numérique qui pour moi est tout aussi fun, et qui est très moderne, et qui permet à des jeunes talents en fait de s'exprimer, alors que peut-être ils vont avoir moins le courage de passer sur de la peinture à l'huile ou de la peinture qui est très coûteuse, salissante. On te prendra au moment où tu nous montreras quelques œuvres numériques. Avec plaisir. Mais en tous les cas, ce qui m'a interpellé tout à l'heure, c'est que tu as dit que tu donnais des cours à des seniors. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire quoi, l'âge du coup des seniors? Non, ça veut dire que sur Avignon, du coup, vous connaissez Avignon peut-être, je donne des cours dans des résidences autonomie. Alors c'est des résidences où les personnes âgées sont encore autonomes, du coup, c'est pas des EHPAD. Et donc moi, je dessert des ateliers peinture, dessin, aquarelle, voilà. Donc il y a un échange qui est très très intéressant, très riche avec la génération au-dessus de moi, et ça permet aussi de faire le lien avec des choses qu'ils connaissent pas, comme le numérique, qui ont pas du tout idée, et à la fois d'être proche aussi d'une population qui, à mon sens, est un petit peu oubliée dans nos sociétés occidentales. Je vais juste répondre à une chose. Quand tu dis les personnes qui sont pas autonomes comme les EHPAD, il faut pas oublier aussi une chose, c'est que quelquefois la famille veut s'en débarrasser et ils sont autonomes. Et ça, c'est très occidental, ouais, donc effectivement. tu vois, donc ce serait une bonne idée qu'il y ait un groupe autonome et de faire ça pour eux, parce qu'ils ont vraiment besoin de nous. Ils ont vraiment besoin de nous, et c'est pas beau. C'est pas beau. Après, c'est une question d'éducation, à mon sens, que si les personnes veulent s'en débarrasser.
Voilà, parce que dans des EHPAD, j'ai vu des gens pleurer. Pas avoir de famille, ils pleuraient. Mais c'est vrai que ça fait plutôt partie de la culture française, parce que dans d'autres pays, les pays plutôt orientaux, la famille reste... Asiatique, africain aussi, c'est Oui, pareil. exactement. C'est horrible. Ils restent en famille jusqu'à la fin. quoi. Alors, maman, on va terminer parce qu'on a fini, là. On va terminer. Mais maman disait toujours, parce que malheureusement, elle m'a quittée à la suite d'un accident grave, maman disait toujours, c'est pas beau de vieillir. Mais en même temps, moi, je vais répondre à ces réponses, et pas depuis longtemps, je réponds à ce que j'entendais comme un leitmotiv, comme un disque rayé. Oui, mais on a la chance de vieillir. Parce que tout le monde n'a pas cette chance. Voilà. Je voulais juste finir là-dessus. Merci pour cette très belle phrase. Un bisou à votre maman, du coup. Merci. Volant, un bisou. Merci, merci Dylan pour ce partage de passion. En tout cas, on voit que tu es un passionné et merci. Et n'hésitez pas à aller le retrouver sur les réseaux qu'il a donnés précédemment et éventuellement aussi, pourquoi pas, à son exposition qui se passera au Beau de Provence les 6 et 7 juillet. Et tu restes avec nous. Et je reste avec vous, effectivement. Comme tout le monde, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il doit rester jusqu'à la fin. La chaîne. À un moment donné, on parle aux auditeurs, là. On vous montrera comment on les attache. On les prévient avant, mais on leur dit pas comment on fait pour les garder jusqu'au bout. Ils ne le savent pas encore, c'est un secret. Donc, mais Nico qui rigole, qui fait partie de la régie, et Philippe qui est en train de rigoler au loin, là, ils le savent comment on les attache, puis c'est eux qui les attachent. C'est pas les femmes, hein, c'est les hommes qui les attachent. C'est au tour de cette chère Baïja. Oui. Donc nous avons l'honneur aujourd'hui, l'exclusivité d'avoir invité Béatrice Libert, une ancienne mannequin. Elle a joué dans le film de James Bond. Tout à fait. Et tu approches hein, quand même. Hein. T'as eu des enfants. Hein. Alors quel effet ça fait d'avoir été mannequin et d'avoir joué aux côtés de James Bond? Alors, je vais vous expliquer tout ça. Approche. J'étais donc mannequin, effectivement, à Paris. Et je pense que je n'ai jamais réalisé, quand on m'a demandé d'aller au studio de Boulogne, vous savez, à l'époque, Moonraker s'est tourné en France, uniquement en France, un petit peu au Brésil. Donc il y avait un casting monstrueux. Donc toutes les agences de Paris ont envoyé leurs plus belles filles. Moi, je ressemblais à rien du tout. Donc j'y suis quand même allée, avec un jean troué, des baskets, normal quoi. Et effectivement, je suis rentrée dans le bureau du casteur, qui s'appelait Margot Capelier. Il y avait Monsieur Broccoli, le producteur du film. En fait, il m'a pas aimé du tout. Parce que j'avais les cheveux courts, j'étais très petit garçon, vous voyez, mais très fine. Ça a changé depuis. Mais ce qui a fait, c'est que quand je suis sortie du bureau du casteur, il y a Roger Moore qui est rentré. Roger Moore et Monsieur, comment il s'appelait, Lewis Gilbert. Lewis Gilbert, c'est lui qui écrivait le film. J'approche. Alors, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans la tête de Lewis quand il m'a vu, mais il a un peu bugué. Et il a demandé à Broccoli, qui c'est cette fille? Et Monsieur Broccoli, donc le producteur, celui qui allonge les sous, il a dit, personne, c'est personne. Et donc, le metteur en scène, le réalisateur a dit, écoute, si c'est personne pour toi, moi je la veux. Et si tu la prends pas, je ne continuerai pas la fin du film. Donc c'était quand même assez spectaculaire. Nous n'avions pas de téléphone à l'époque. Donc je suis rentrée chez moi, j'avais pas de téléphone du tout, ni filaire, ni rien du tout. Et j'ai reçu un télégramme peut-être 2 heures après, en disant que j'étais engagée sur le film de Roger Moore, Moonraker. Voilà. Alors qu'est-ce que ça fait? C'est vrai qu'on n'a pas réalisé. On réalisait pas à l'époque. Vous savez, on n'était pas... Bon, j'étais comédienne, j'avais déjà fait quelques petits films, j'avais fait plein de petits trucs, mais je n'ai jamais réalisé. C'est maintenant que je réalise l'impact. Parce que 40 ans, voire 50 ans après, si vous saviez le nombre de gens qui sont encore là, pour nous, il y a beaucoup de femmes sur mon Facebook, par exemple, j'ai beaucoup de femmes, de gens que je ne connais pas du tout, que virtuellement, mais qui sont là. Et je pense que si je suis là encore avec vous, c'est grâce à eux. Donc voilà. C'est une image qui te colle à la peau, en fait. Ah, de toute façon, on est, je vais dire peut-être une connerie, mais quand on est une James Bond girl, on l'est à vie.
on devient un mythe. Vous voyez ce que je veux Mais dire? excuse-moi, Donc, j'ai vu les photos, tu es magnifique. Oui, mais Tu es magnifique, donc voilà. c'est gentil. Merci. C'est vrai. C'est gentil. C'est vrai. C'est gentil. Ah ouais, Ça a donné j'étais. ça du coup. Ah oui, oui, oui. Donc voilà, donc oui, c'est une opportunité. Mais vous savez, on nous pose souvent la question aux 8 filles qui ont tourné dans le film. On nous demande qu'est-ce qu'il y a eu comme impact. En fait, la France n'a absolument jamais réalisé l'impact que ce Moonraker, tourné en France, château de Vaux-le-Vicomte, un peu partout dans ce Paris, allait avoir pendant 50 ans après. Autant de... Parce que vous savez, il y a des vrais fans de James Bond. Hein. Alors, il y a les fans Roger Moore, Sean Connery, enfin tous les anciens. Et maintenant, vous avez eu les fans Daniel Craig. Moi, je suis pas fan du tout. Je vous le dis tout de suite, je n'aime pas Daniel Craig. Je l'aime beaucoup en tant qu'acteur, mais je ne l'aime pas dans le rôle de James Bond. Parce qu'il n'a pas ce côté anglais que Roger Moore avait, que Sean Connery, Timothy Dalton. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et est-ce que Roger Moore a été accessible pour toi à ce moment-là? Oui. Roger Moore, c'est un être absolument adorable. On a tourné 6 mois ensemble. Et quels étaient vos rapports, du coup? Ah, il était avec nous tout le temps. Il mangeait même à la cantine réservée aux artistes. Il venait s'asseoir. Moi, je me souviens que je crois que je fêtais mes 18 ou 19 ans. Il l'a appris. Vous savez à quoi il est arrivé sur le studio à Épinay? Avec tiens, vous voyez, c'est un philodendron qu'il y a là. Il faisait 3 fois le philodendron. Voilà. Il s'est ramené qu'une grosse plante, il me l'a offert. Il était adorable, Roger Moore, vraiment. Très proche des acteurs, très proche des gens qui tournaient, même ne fût-ce que 3 secondes. Il allait les voir, il parlait beaucoup avec. Non, c'était vraiment chouette. Puis ce qui était bien, c'est qu'on avait 3 équipes. Bon, il y avait l'équipe anglaise, l'équipe américaine et l'équipe française. Et ça a duré 6 mois et les gens ont été fabuleux avec nous, vraiment. Ta vie ensuite? Ma vie ensuite, j'ai continué la photo, beaucoup. J'ai tourné 2-3 publicités. Et puis un jour, en 1984, j'ai rencontré mon mari et j'ai eu envie de devenir maman. Donc j'ai eu Melvin, que vous avez reçu en 84. J'ai continué la photo jusqu'en 93, à la naissance de ma fille. Et puis après, j'ai dit stop. Je ne pouvais pas entraîner mes enfants dans une vie parisienne. Combien d'enfants en tout tu as? J'en ai 3. J'ai 2 garçons et une fille. C'est le dernier? C'est le plus jeune, oui. Le plus vieux, c'est le plus jeune. Oui, c'est ça. Le plus jeune. Le petit frère, c'est du côté de mon père. Voilà. Alors aujourd'hui, Béatrice, si on a envie d'être fan, James Bond, voilà, fan de toi. Fan de moi? Oui. Alors, moi, je suis pas TikTok. J'ai Instagram, et j'y vais rarement. Je suis plus Facebook. Donc, si vous voulez devenir, entre guillemets, mon ami virtuel, vous faites une demande sur Messenger et je vous accepte. Tu peux dire à la caméra, s'il voilà. te plaît. Alors, si vous voulez devenir mon ami sur Facebook, eh bien, voilà, c'est là, elle est là. Eh bien, vous faites une demande sur Messenger. Et puis, je me ferai un plaisir de vous accepter et vous verrez tout mon parcours et puis tous les fans qui sont là avec moi. Alors, voilà. je vais te décevoir. Je vais te décevoir. Décevez-moi. Ouais. Il y a un nombre limité sur Facebook. Non, mais je peux encore en prendre. Oui, mais c'est limité. Oui, je sais que c'est limité, mais moi, j'en supprime aussi. Vous savez, il y a eu beaucoup Bon, il y a eu des gens, malheureusement, pendant le Covid, qui sont malheureusement partis. Donc, ces gens-là... ça ne veut pas dire qu'ils sont partis du Covid. Hein. Si, moi, j'en connais beaucoup. Ouais. Malheureusement. Et donc, quel est votre nom sur Facebook? Béatrice Libert, j'ai pas voulu changer. Ça a beaucoup fait rire mon père parce que, vous savez, j'ai des histoires comme ça qui tapent. Quand on a tourné Moonraker, après, il y a eu... il a fallu faire les premières. Donc, c'était Paris, c'était Bruxelles, un peu partout dans le monde. Donc, on nous a dispatchés, moi étant belge, parce que je suis la première James Bond girl belge. Donc, ça a eu un gros impact sur la Belgique. Beaucoup plus que sur la France. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a un gars qui est devenu complètement amoureux de moi. Je vous jure que c'est vrai. Pendant plus d'1 an, ce gars... Moi, je vivais pas à Mons, je vivais pas chez moi. Il venait toutes les semaines
porter un bouquet de fleurs sur le seuil de la maison de mes parents, avec un petit mot. Ça a duré 1 an. Hein. Mon père ne savait plus quoi faire des fleurs. Il y avait des fleurs partout, des roses partout. Et ça a duré 1 an. C'est rigolo. beau, hein? Ah oui. Bah, Oui, oui. ça aussi, les fleurs, on pouvait les mettre au cimetière. Moi, un jour, j'ai eu un monsieur qui m'a contacté sur Messenger. Alors, je crois qu'il était ukrainien ou russe ou polonais, quelque chose comme ça. Et il m'a dit, Madame Libert, vous vous rendez compte, donc ça faisait pas 40 ans, puisqu'on les a fêtés il y a pas longtemps, et ça fait 35 ans ou 30 ans que je vous aime et que je vous ai chez moi. Moi, j'ai eu peur quand même. Et vous savez ce qu'il m'a montré? Il m'a montré une cheminée. Il y avait ma photo. Waouh. Et il y avait des cierges, enfin des trucs. Ah non, non. Ah oui, d'accord. Là, il pouvait aller. Alors, il y a certains fans, des fois, ouais, c'est assez étrange quand même, ça va un peu loin, ouais. Ah, voilà. Bah écoute, c'était passionnant. Hein. Oh, je sais pas si c'était passionnant, mais c'était mon histoire. C'est ton histoire qui n'est pas finie Voilà. encore. Ah non, elle n'est pas finie. Non, parce qu'on continue. On fait beaucoup de conventions avec les fans justement du monde entier. D'accord. Et on est Vous appelé, avez gardé contact? Ah oui, on est tous en contact. Toute la famille Bond, que ça soit Moonraker ou les autres Bond, c'est merveilleux. on se connaisse tous. On se connaît tous, pardon. Et donc, effectivement, il y a des conventions où on part à Londres, on part en Allemagne, en Suisse, un peu partout. On se retrouve avec 2-3 acteurs du film Moonraker, plus 2-3 acteurs, voire plus, d'autres films. Donc c'est une vraie famille, en fait. Et là, on signe. Là, on signe les photos. Oui, mais là, de toute Super. façon, là, tout ferait payer, là. Ah oui. Tout ferait payer. top. C'est super. Tu profites. Ah, tu profites. Ça fait du bien. Voilà, là, on Écoute, est vraiment- on peut dire que bravo et merci beaucoup. Mais je vous en prie. Et donne le dernier mot, si tu veux, à J'ai la été, caméra. mais ravie de faire partie de votre émission. Et puis, vous êtes de très belles personnes. Moi, je peux vous le dire. Merci, c'est Voilà. gentil. Merci beaucoup à On vous. vous de m'avoir remercie. reçu. Merci. Alors, avec les artistes, on vous dit bye bye. Bye bye. À bientôt. Bye bye. Merci.